Alors, mon nom est Jude Bergeron, je suis chargé de communication à l'arrondissement de Verdun. C'est moi qui vais agir comme maître de cérémonie ce soir pour cette rencontre d'information sur les arbres et la naturalisation des espaces verts. On a aussi dans la salle la chance d'avoir nos élus, M. le maire Jean-François Parenteau, Mme la conseillère d'arrondissement et présidente du comité environnement Marie-André Mauger. J'ai aperçu M. Lheureux, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, M. Lheureux. Il dort, bon, conseiller d'arrondissement. J'ai vu aussi Véronique Tremblay à l'arrière, conseillère d'arrondissement. Luc Gagnon et Sterling Downey sont à l'extérieur et on s'en vient ici. J'aimerais aussi vous présenter notre nouveau directeur d'arrondissement, M. Julien Lauzon, qui nous fait honneur de sa présence ce soir. Alors, je vais vous expliquer, avant de céder la parole à M. Parenteau, je vais juste vous expliquer brièvement comment va se faire la présentation. Il y aura plusieurs personnes qui vont s'adresser à vous. Alors, tout d'abord, il y a Mme Diane Vallée, qui est notre directrice de projet à la direction d'arrondissement, qui va présenter le bilan 2014-2017 du plan arboricole de Verdun, qui a été déposé au dernier conseil d'arrondissement. Ensuite, nous aurons une présentation sur le boisé du domaine Saint-Paul à l'île des Sœurs qui va être fait par Paola Berestovoy, chef de service au développement durable et environnement à Naturaction Québec. Ensuite, Mme Vallée va revenir parler des plantations dans le cadre du plan arboricole. Ensuite, M. Jean Cardin, qui est le directeur de la direction adjointe des projets d'infrastructure et du génie municipal, qui va nous parler aussi des plantations qui sont faites dans le cadre des travaux de réfection routière et aussi d'autres travaux, comme vous savez, avec le pont Champlain qui se fait sur notre territoire. Il y a aussi des enjeux reliés aux arbres dans ce chantier-là. Et il y aura, il y aura également M. Serge Dubois, contremaître horticulture, arboriculture, qui va présenter les activités d'entretien sur les arbres, des fois des choses qui passent inaperçues, mais qui sont bien importantes pour maintenir, préserver la qualité de vie de nos arbres. Ensuite, nous aurons deux personnes qui vont prendre la parole du service des grands parcs du verdissement et du Mont-Royal. Alors, il y aura M. Anthony Daniel, conseiller en planification du service des grands parcs de Montréal, et Mme Diane Bergeron, agente technique principale également au service des grands parcs. Et ils sont accompagnés par M. Daniel Bédard, ici présent. On les remercie infiniment de leur présence, de s'être déplacés pour nous ce soir. Ensuite, dans la deuxième partie de notre présentation, on aura la naturalisation des espaces verts, qu'on appelle en langage plus technique la gestion différenciée. Et ça sera présenté, encore une fois, par Paola Berestovoy de Naturaction et Eugénie Potvin, qui est conseillère en environnement à la Maison de l'environnement de Verdun. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Parenteau, bien sûr, à M. Jean-François Parenteau, maire d'arrondissement. Merci, Jude. Alors, j'ai un discours. Normalement, je ne suis pas toujours mon discours. En fait, rarement, je suis mon discours, mais j'ai des messages clés que je veux quand même tenir à vous dire ce soir. Premièrement, merci de votre présence. Merci d'être là. C'est une première à l'arrondissement où on vient encore une fois aller un peu plus loin. On le fait avec les conseils d'arrondissement depuis 4 ans, où on va dans les parcs durant l'été. Mais cette fois-ci, là, on va plus loin au niveau des services. Et je tiens à souligner, parce qu'il y a plusieurs membres du personnel qui sont ici ce soir présents pour accueillir les citoyens, les sites à l'extérieur. Cette soirée-là a été réalisée par les gens de l'arrondissement, puis elle n'aurait pas été ce qu'elle a été si les gens n'auraient pas embarqué un peu dans ce qu'on avait demandé. Et c'est offrir beaucoup. Alors, on est chanceux à Verdun, on peut compter sur des équipes vraiment dédiées aux citoyens. Puis ça, je le reconnais que nous, comme élus, on travaille, mais on travaille en équipe avec les services, mais avec la population. Alors, ce soir, c'est une soirée d'échange, d'information surtout. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus par la suite à envoyer des messages pour vous penser à des choses, bonifier l'échange, parce que, dans le fond, c'est ensemble qu'on bâtit une communauté, puis c'est important que la communication soit au rendez-vous entre nous à travers l'arrondissement. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, tout le monde. Je nommerai pas tout le monde parce que Jude a bien fait son travail. Alors, ce soir, pour débuter la soirée, j'aimerais présenter les points marquants
du bilan, on va vous présenter les points marquants du bilan 2014-2017 du plan arboricole et vous faire connaître notre patrimoine arboricole grâce, entre autres, à un inventaire d'arbres publics sur rue et dans les parcs aux nombreuses plantations réalisées sur le domaine public et privé. Il faut comprendre que le tiers de l'arrondissement de Verdun, un détail, mais un tiers de l'arrondissement de Verdun est vert. Alors, on est chanceux de pouvoir compter sur beaucoup d'espaces verts, alors que nous qui vivons en Verdun le savons, mais pour les gens, la perception de l'extérieur, ils n'ont pas cette image de verdure que nous, on connaît de Verdun. Ils ont même, des fois, ils ne réalisent pas qu'on est bordé par le fleuve. Alors, c'est vraiment un milieu assez spécial, Verdun, sur le plan de la biodiversité puis sur le plan des espaces verts. Alors, les actions concrètes aussi et réalisations décrites dans ce bilan découlent de notre plan de développement stratégique 2015-2025 et de l'importance accordée aux quartiers conviviaux, verts et équitables. Il démontre une fois de plus notre volonté de faire de Verdun un arrondissement où le maintien de l'enrichissement du patrimoine arboricole sont mis de l'avant. Nous sommes d'ailleurs en voie d'atteindre notre objectif, soit d'accroître le couvert arboricole de Verdun de 10 %. Et nous maintenons le cap sur les objectifs visés en portant une attention particulière sur l'augmentation de la canopée et sur la stratégie visant à ralentir la progression de la grille du frêne, qui est un combat qui n'est pas facile, en toute honnêteté, en toute transparence. Je prends le quartier des Sœurs, on a beaucoup de frênes. Ça a un impact majeur et ça aura un impact majeur dans les années à venir. Les efforts sont là, mais on va avoir besoin aussi de la participation de la population. Et certainement, éventuellement, il y aura des deuils à faire aussi, des choix déchirants de dire, bien, est-ce qu'on continue ce combat-là, dans certains cas qui est difficile, ou on va y aller avec une plantation massive pour atténuer la cicatrice que ça risque de laisser avec le temps. Vous le savez peut-être, mais vous, les citoyens, jouez un rôle justement dans ce combat de la grille du frêne. Si vous pouvez participer, signaler votre frêne à la cour, participer au traitement qu'on peut faire, soit à l'abattage en suivant les directives, mais aussi en bonifiant la canopée par les espaces verts, en acceptant d'avoir un arbre. Si vous désiriez avoir un arbre, par exemple, dans votre cour, mais vous pouvez communiquer avec le bureau Accès Montréal, le 311, puis faire la requête pour enregistrer. Et tantôt, j'avais une réunion cet après-midi, puis je parlais de la loi de Murphy. Je ne sais pas pourquoi, quand on refait des rues, on fait beaucoup de plantations. Et on pourrait s'acheter un 649. À chaque fois qu'on met un arbre sur un terrain, c'est la personne qui n'en veut pas, puis celle qui n'en a pas, elle en veut un. Fait que si jamais ça vous tente de nous appeler avant pour dire que vous voulez un arbre, faites-le, ça nous évite beaucoup de transferts de plantations au moment, n'est-ce pas, Jean? Alors, c'est important, on travaille ensemble. La Maison de développement durable, le Bureau Accès, ont tous deux des kiosques ici ce soir. N'hésitez pas aussi à participer, à s'inscrire aussi au niveau du web sur leur page avec les infos. Il y a aussi des arbres à 25 $ qu'on peut avoir, des arbres fruitiers qu'on peut acheter. Et c'est une façon aussi de contribuer au plan canopé, de bonifier votre cour arrière ou votre cour avant. Ça fait une grande différence sur une rue. Une rue qui est avec des arbres, c'est tellement plus joli et plus agréable pour tous, en plus des bienfaits au niveau de la nature que ça apporte. Aussi, je voulais souligner le travail de la Maison de l'Environnement qui fait un travail exceptionnel, puis Marie-André qui travaille en étroite collaboration, responsable du dossier. Il faut y croire des fois plus que d'autres gens. La Maison de l'Environnement joue un rôle de sensibilisation assez incroyable. Des fois, on a l'impression, on voudrait aller plus loin, plus vite. Bon, des fois, on se bat contre un moulin à vent dans certains cas parce qu'on ne voit pas l'importance. Et ce soir, c'est une belle fenêtre que vous avez de venir vous informer. Exemple, on parlait de la gestion différenciée. Pour faire un aparté, l'année passée, on avait des discussions. On sait le bienfait. De nos côtés, on dit, bien, il y a moins d'abeilles. Ah, il y a moins de papillons monarques. Mais la gestion différenciée joue un rôle énorme là-dedans. Et lorsqu'on comprend et lorsqu'on prend le temps d'expliquer aux gens les bienfaits de certaines choses, c'est plus facile à accepter que plutôt penser, dire, bien, on paye des taxes, puis vous ne faites rien, vous n'avez pas coupé le gazon. Alors, souvent, le commentaire qu'on avait ces dernières années, mais j'avais des messages en début d'année par certaines personnes qui disaient « Ah, c'est pas beau, votre gestion différenciée, ça fait de la mauvaise herbe, c'est pas beau. » Mais les mêmes personnes, des fois, je recroisais sur la rue, ils me disaient « Hey, c'est une fin d'année, il me semble que j'ai vu des papillons que je n'avais pas vus avant. » Mais c'est ça, le lien, ils ne savaient pas. Puis c'est là qu'on réalisait que nous, on a un devoir de communication. Puis c'est souvent peut-être l'erreur qu'on fait, on a une bonne idée, on la met de l'avant, mais c'est avec vous qu'on travaille. Alors, on doit vous informer. Et ce soir, c'est l'occasion. Alors, je souhaite à tous et à tous une belle soirée. Profitez de l'occasion de poser des questions. C'est une première et certainement pas la dernière parce que vous êtes là. Puis je remercie encore tous les employés de l'arrondissement de votre dévouement pour cette belle activité. Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je voulais juste souligner en passant que la Maison de l'Environnement fête son 10e anniversaire cette année, presque jour pour jour. Ils ont été créés au mois de mai. Donc, on les félicite pour leur beau travail. Alors, oui, ça mérite une main d'applaudissement. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Diane Vallée, qui est directrice de projet à la direction de l'arrondissement, qui va nous présenter le bilan du plan arboricole. Alors, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, notre plan arboricole a été adopté en 2014. Alors, c'est maintenant l'heure d'un premier bilan, parce que si on se rappelle, notre plan va jusqu'en 2020. Alors, c'est comme une étape intermédiaire. Donc, on va vous faire un petit survol, puis en même temps, je vais vous tester un petit peu dans l'exercice, voir comment vous connaissez vos arbres de Verdun. Alors, si on se rappelle dans notre plan arboricole, notre grande orientation, c'était connaître, maintenir, protéger, enrichir notre patrimoine arboricole. On avait 5 grands objectifs, un portrait quantitatif et qualitatif, donc savoir quels arbres on a, dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont en santé, quelles essences on a, leur diamètre, tout ça. On veut aussi enrichir notre patrimoine arboricole. On veut maintenir de la vigueur, la qualité des arbres actuels. Et on veut ajuster la réglementation, communiquer et sensibiliser en bout de piste parce que c'est tout le monde ensemble qui peut faire en sorte que notre communauté devient plus verte, plus intéressante et plus agréable à vivre. Maintenant, je vous disais, testez vos connaissances. Alors, vous êtes des gens de Verdun. D'après vous, un petit test, là, nos arbres publics, OK? Pas ceux de la bande riveraine, pas ceux du Boisé Saint-Paul, ceux des parcs et les arbres de rue. D'après vous, combien on en a? 13 000. Là, vous levez la main si vous pensez que c'est 13 000. OK. 17 000. OK. 20 000. OK. Alors, la bonne réponse, c'est 17 891 arbres publics sur rue et dans les parcs. Ça, c'est les recensements qu'on a faits. On se rappelle, juste avant l'adoption du plan arboricole, on avait fait un premier recensement. L'année d'après, on a complété. Alors, actuellement, et si on ajoute les plantations qu'on a faites, moins les abattages qui ont eu lieu dans ces 4 dernières années, on arrive au chiffre magique de 17 891 arbres. Alors, c'est sûr qu'avec les plantations, un des constats qui avait été fait, c'était certaines essences sont beaucoup plus présentes que d'autres. Alors, actuellement, on a 48 essences d'arbres, 150 variétés, et notre biodiversité s'est améliorée de 2014 à 2017, justement grâce aux plantations qui ont été faites. OK? Alors, notre inventaire, la carte que vous voyez là-dessus, elle est disponible sur le site de l'arrondissement. C'est un inventaire que vous pouvez consulter, puis il y a aussi un lien Internet où vous pouvez consulter les données sur les arbres, OK, en date de notre inventaire de 2014. Alors, c'est toujours intéressant. Des fois, vous vous dites « Ah, cet arbre-là, qu'est-ce que c'est? » Bien, vous pouvez généralement les consulter. Si ce sont des arbres privés, ils ne se retrouvent pas dans cet inventaire-là, par contre. OK? Fait que des fois aussi, vous pouvez vous questionner, est-ce que c'est de la ville? Est-ce que c'est le mien? Fait que s'il est là depuis très longtemps, normalement, il devrait être dans l'inventaire. OK? C'est arrivé des cas là, que il y avait des limites de l'eau, puis que c'était comme des arbres mitoyens, mais généralement, s'il est dans l'inventaire, c'est que c'est un arbre public. Maintenant, autre question pour savoir si vous connaissez bien Verdun, et ça inclut évidemment l'île des Sœurs. D'après vous, c'est quoi l'essence qu'on retrouve le plus souvent à Verdun? Alors, vous avez 4 choix. Est-ce que ce sont les érables? OK. Est-ce que ce sont les frênes? OK. J'en ai 6 qui pensent les frênes. Les tilleuls. 2. Et les épinettes. OK. Alors, la bonne réponse, ce sont les érables. Et de loin, vraiment, les érables, toute essence confondue, on a 31 % de nos arbres qui sont des érables. On a beaucoup d'érables de Norvège et après ça, là, ça se décortique, érable rouge, argenté, érable à sucre.
Alors, quand vous voyez des magnifiques gros arbres, là, c'est souvent des érables. Maintenant, la proportion de frênes, M. Parenteau en a parlé tantôt. Puis là, tu sais, comme on se dit, OK, qu'est-ce que ça va faire quand on va avoir à tout changer ces arbres-là, les remplacer? Combien on en a d'après vous? La proportion. Je vous donne des chiffres. Est-ce qu'on en a 10 Qui pense ça? Oui. 13 OK, j'en ai quelques-uns. 15 20 OK. Alors, la vraie réponse, c'est qu'on a 13 de frênes à Verdun. Cependant, la nuance à apporter, c'est qu'ils se retrouvent beaucoup à l'île des Sœurs. Ce qui nous amène, on a ici, vous regardez, ça c'est la répartition de nos essences d'arbres. Ce petit arbre vous représente les proportions des principales essences. Et nos 4 essences qui sont les plus fréquentes, c'est vraiment les érables, comme je mentionnais, les frênes 13. Les tilleuls, on tombe à 6 les épinettes à 6 Alors, et après ça, ça déboule. Là, les peupliers, les micocouliers, il y a vraiment toute une série. Alors, vous voyez là toutes les essences, les principales. Dans les 21 c'est parce que là, ce sont des essences qu'on trouve peut-être à 1, 2, 3, 4 OK? Alors, mais si ça vous intéresse, c'est des informations qu'on peut vous rendre disponibles. Maintenant, les frênes, la prochaine diapo, quand vous regardez sur cette carte-là, ce sont les frênes qu'on a à Verdun, OK? Autant à l'île des Sœurs que les quartiers Wellington de l'Église et Marché Crawford. Alors, quand je vous dis, il y a vraiment une concentration. Si on continue la prochaine diapo, vous allez voir certaines rues à Verdun où on retrouve beaucoup plus de frênes. Exemple, sur la rue Garde, sur la rue Gertrude, la rue Claude, Melrose, Woodland, 6e Avenue. Il y a plus de frênes sur ces rues-là. Autrement, c'est un peu plus réparti. Puis si on va à l'île des Sœurs, les rues où on retrouve beaucoup de frênes, vous voyez en rouge, ce sont les frênes, en vert, ce sont les autres essences d'arbres. Et là, on parle toujours d'arbres publics. Alors, vous voyez, boulevard de l'île des Sœurs, il y en a beaucoup. Marguerite Bourgeois, les rues Berlioz, de la Savoyarde, place du Commerce, boulevard de la Forêt, parc de la Fontaine. Il y a beaucoup de frênes dans ces secteurs-là. OK? Fait qu'il y en a qui ont été abattus déjà. Exemple, place du Commerce, on a dû faire des abattages, Berlioz. Mais là, il y a beaucoup d'arbres que vous voyez avec des points qui représentent des traitements. Alors, c'est quand même une préoccupation. Puis, on veut regarder vraiment planifier la suite des choses parce qu'il y a eu des abattages, il y a eu des plantations, mais si on veut faire en sorte que la beauté du milieu demeure, puis ça, c'est vrai partout à Verdun, on veut s'assurer que les plantations vont comme continuer à augmenter. Alors maintenant, sans plus tarder, comme on est dans le portrait de la forêt, un autre de nos joyaux, le boisé du domaine Saint-Paul. Alors, je vais inviter Mme Berestova à vous présenter le boisé. Est-ce que je peux mettre ça là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 2. Est-ce que vous m'entendez? Je parle plus fort? Voilà, OK. Merci. Merci, Diane. Donc, au-delà des efforts de l'arrondissement pour verdir les rues et les parcs de Verdun, il existe aussi des milieux qui sont naturellement boisés sur le territoire, notamment à l'île des Sœurs. Je suis pas photogénique avec ça. Hein? Ah! C'est bon. Ça va? Super. Donc, nous avons à l'île des Sœurs plusieurs milieux qui sont naturellement boisés. Je vais essayer de pointer comme il faut. Donc, nous avons la bande riveraine, ici. Le corridor vert, qui est en bordure du golfe, qui est une friche. C'est un milieu naturel qui a l'air toujours un peu échevelé, mais il y a une grande valeur écologique parce que c'est l'habitat de plusieurs espèces. Donc, même s'il a l'air un peu fou, c'est super important de le conserver. Et le joyau de biodiversité,
le boisé du domaine Saint-Paul. C'est de ça que je vais vous parler dans les prochaines diapositives. Donc, qu'est-ce que le boisé du domaine Saint-Paul? C'est un des derniers boisés d'importance du sud-ouest de l'île de Montréal. Si vous regardez une carte de la ville de Montréal et même du pourtour, on a beaucoup de terres agricoles, beaucoup d'urbanisation, mais très peu de boisés comme ça, aussi grands et avec autant de diversité. C'est moi qui dirige. Voilà. Super. Donc, sa superficie, c'est l'équivalent de 36 terrains de football, de forêt mature. Donc, c'est vraiment, vraiment important de le conserver. Ce boisé-là est sillonné de 2,5 km de sentiers. Donc, ce n'est pas seulement un boisé à conserver, mais c'est aussi un boisé à découvrir par les citoyens de Verdun et autres. Et il abrite plusieurs habitats et plusieurs espèces importantes, dont notamment 16 espèces de plantes qui sont considérées comme rares au Québec. On a également des marécages qui favorisent la filtration de l'eau et la rétention de l'eau aussi. On connaît les inondations. Maintenant, on sait l'importance de ce genre de milieu-là. C'est une importante halte migratoire. Les ornithologues de Verdun et autres connaissent cet endroit. On y retrouve plus de 280 espèces d'oiseaux et plusieurs petites bébites que certains aiment moins, mais qui sont tout aussi importantes, dont les grenouilles, les salamandres et les chauves-souris. Tout ça fait en sorte que cet écosystème-là est reconnu comme un écosystème forestier exceptionnel. Il y a plusieurs types d'écosystèmes forestiers exceptionnels que je vais appeler EFE pour la prochaine diapositive parce que c'est difficile à dire. Donc, EFE, il y en a plusieurs refuges parce qu'on retrouve plusieurs espèces rares. C'est un dernier noyau de biodiversité au cœur de Montréal qui abrite ces espèces-là et qui leur offre un habitat intéressant. Donc, comme il est situé en milieu urbain, on peut changer de diapositive. Il y a plusieurs pressions qui sont faites sur ce boisé-là parce qu'il y a beaucoup d'habitants autour et l'urbanisation est très forte. Donc, il y a plusieurs dangers ou menaces, si on veut, qui affectent ce boisé-là, notamment les usages illicites, les gens qui se promènent hors sentier, qui provoquent l'érosion de cet écosystème-là, les empiètements des propriétés privées. Il est entouré d'habitations, donc les vidanges de piscines viennent affecter la qualité de cet écosystème-là. On a aussi du vandalisme, comme partout en ville. Ce n'est pas nouveau, mais quand même. Et puis, il y a d'autres pressions qui sont plus naturelles. Donc, la grille du frêne, la petite bébite dont on aime tant parler, mais qu'on aime moins. Donc, ça fait des percées dans la forêt qui fait en sorte que ça ouvre la porte à d'autres espèces qui ne sont pas indigènes, qui ne font pas partie de cet écosystème. Je m'entends mieux tout à coup. Donc, qui vont venir envahir l'écosystème, notamment le nerf brun, sur lequel il faut lutter. Le nerf brun. J'ai vu des points d'interrogation. Donc, comme c'est un écosystème forestier exceptionnel et qu'il est menacé, donc il fait face à plusieurs menaces, le ministère du Développement durable, on va dire ça court, a une servitude de conservation sur ce territoire-là. Donc, le boisé du domaine Saint-Paul et le lac des Battures sont protégés à perpétuité par une servitude. Ce qui veut dire qu'il faut le gérer pour assurer l'intégrité de cet écosystème-là, pour s'assurer qu'il continue à fonctionner comme il faut et à offrir le refuge à ces espèces-là. Mais il faut aussi respecter la réglementation dans ce boisé, donc éviter de circuler hors sentier pour favoriser justement la présence de ces plantes-là et de la survie de cet écosystème. Pour le gérer efficacement, Nature Action Québec est mandaté depuis maintenant 10 ans pour surveiller notamment l'intégrité écologique du boisé, faire l'entretien des sentiers pour la sécurité, surtout des citoyens qui y circulent, éviter qu'une branche tombe sur la tête de quelqu'un, c'est toujours efficace, lutter contre le nerf brun dont on parlait tout à l'heure, donc éviter qu'il envahisse le boisé. Et on a des super bénévoles, donc une patrouille bénévole qui fait la surveillance du boisé pour s'assurer que les gens respectent la réglementation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour taper sur les doigts des gens, c'est pour respecter l'environnement de ce boisé-là. Et on offre aussi aux citoyens des visites qui sont commentées pour découvrir les richesses de ce boisé-là. C'est tout. Merci. Merci. Alors, fort intéressant et à faire attention, très précieux à conserver. Alors, maintenant, on va passer à notre portrait quantitatif-qualitatif. Alors, pour vous dire, on avait un objectif qui était de savoir qu'est-ce qu'on a comme arbre. J'en ai un petit peu parlé. Alors, on a fait un inventaire. En 2014, notre inventaire était complété. Il nous reste, par contre, encore un petit peu de devoir à faire, qu'on pourrait dire ça comme ça. On a jusqu'à 2020, il fallait s'en garder un peu.
Alors, la bande riveraine n'est pas caractérisée, OK? Et le boisé Saint-Paul non plus. Dans le cas d'un boisé, c'est un peu plus difficile parce que quand on fait les inventaires, on doit géoréférencer tous les arbres. Par contre, Nature Action a comme quand même un recensé d'ensemble des arbres qu'on a dans le boisé. Maintenant, on a aussi à intégrer dans l'inventaire dont je vous parlais tantôt, tous les travaux qui ont été faits depuis 2014. Par exemple, les arbres qui ont été traités pour la grille, les plantations qui se sont ajoutées depuis. Fait qu'il y a comme un petit écart, tu sais, dans les 2014 versus maintenant. Alors, c'est dans nos projets, là, justement, de faire l'actualisation des données de l'inventaire. Alors, maintenant, si on passe à l'autre élément dans notre land arboricole, enrichir notre patrimoine arboricole, comment on fait ça? Le premier grand élément, ce sont les plantations. OK? Alors, ce que vous voyez là, tantôt, M. le maire disait, on a comme objectif d'accroître de 10 de notre couvert arboricole d'ici 2020. Le tableau que vous voyez là, dans le fond, c'est pour vous dire les efforts qu'ont fait l'ensemble des directions et aussi les gens des grands parcs pour faire des plantations, ce qui fait en sorte que de 2014 à 2017, on a un solde positif de plantation d'arbres. Si on regarde ce qu'on a planté versus les arbres qui ont dû être abattus, on est maintenant avec un solde positif de 1371 arbres. Alors, on a fait des efforts, ce qui est quand même une augmentation de 8,4 du nombre total d'arbres dans le domaine public à Verdun sur ces années-là. Alors, c'est sûr qu'avec le nombre de frênes, il y a comme une volonté d'accélérer pour comme être sûr de pallier au fur et à mesure qu'il y aura des frênes à abattre. Maintenant, les plantations, comment ça se passe? Il y a comme trois grands regroupements. Il y a les plantations qui sont faites par les gens des travaux publics. M. Dubois, tantôt, qui va vous parler de l'entretien des arbres, a une équipe qui s'occupe de faire des plantations. Généralement, c'est les remplacements des arbres qui sont abattus, des demandes de citoyens, des nouveaux sites qui ont été identifiés. On a, d'ailleurs, vous voyez là une équipe de col bleu au travail. Il y a aussi des entrepreneurs. Quand ce sont des contrats de réfection de rue, à chaque fois qu'il y a des occasions, il y a des arbres qui sont plantés. Alors, M. Cardin va vous en parler tantôt, donc au PTI. Fait que ça, c'est des entrepreneurs qui font les travaux. Il y a aussi, dans le cadre du plan d'action Canopée, avec le service des grands parcs, du Verdissement puis du Mont-Royal, où là, il y a des efforts de plantation et ça, ce sont des entrepreneurs qui viennent. Maintenant, avant de planter des arbres, on a quand même une opération de communication. Il y a des lettres qui sont envoyées aux citoyens ou des accroche-portes qui sont mis aux portes pour dire aux gens qu'il y a un arbre qui va être planté dans 2 semaines ou 1 mois. De cette façon-là, si les gens y ont un souci, quelque chose, ils peuvent s'adresser au 3-1 pour qu'on puisse répondre à leurs préoccupations. Puis, l'autre grand partenaire pour des plantations d'arbres, c'est Nature Action. Évidemment, dans le boisé Saint-Paul, tantôt, Mme Berosova vous a parlé de la grille. Alors, il y a eu des arbres qui ont dû être abattus à cause de la grille et il y a eu du remplacement qui a été fait. Il y a quand même eu 120 arbres qui ont été plantés dans le boisé Saint-Paul. Alors, c'est de suivre la cadence au fur et à mesure parce que c'est ça que quand c'est replanté, bien, ils sont pas mal plus petits que ceux qui sont partis. Alors, il y a comme un défi d'en planter un peu plus pour justement préserver le boisé. Alors, ça, c'est au niveau des 3 grands regroupements. L'autre aspect, okay, qui est le prochain, pour lequel vous avez un rôle à jouer, okay, parce que là, on parle de votre propriété, parce qu'on a quand même, à Verdun et à l'Île-des-Sœurs, il y a beaucoup, beaucoup d'arbres sur les propriétés privées. Et c'est important, dans le cadre de la grille, quand il y a un abattage à faire, on exige le remplacement. Et si l'arbre est malade aussi, dans notre réglementation, pour un permis d'abattage, on exige un remplacement. Il y a aussi des opportunités dans le cadre du programme qui est offert avec la Maison de l'Environnement, un arbre pour mon quartier. De 2014 à maintenant, il y a quand même eu 319 arbres. Fait que bravo à nos citoyens. Et dans le cadre des ruelles vertes, il y a aussi des plantations d'arbres. Alors là, on parle des cours arrière des gens. Et il y en a eu 153 qui ont été plantés dans le cadre du programme des ruelles vertes. Alors ça c'est maintenu. C'est des opérations là, qui se poursuivent.
Alors maintenant, je vais passer le micro à M. Cardin qui va vous parler justement, quand on fait une réfection de rue, qu'est-ce que c'est les opportunités, puis vous donner un aperçu de comment ça peut changer une rue. Merci, Mme Vallée. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un peu les travaux qu'on fait dans les rues. Puis ce qui vient avec, c'est pas juste des cônes, on plante des arbres aussi. Donc, il y en a beaucoup de chantiers à Montréal, il y a des petits, des grands. Dans chacun des cas, ce qu'on vient faire, c'est d'essayer pour les arbres sur rue, c'est d'essayer de trouver des emplacements où on peut planter des arbres. Puis dans chacun des cas, on va trouver la plus grosse essence qu'on peut mettre à l'endroit approprié, là, pour avoir le plus grand développement possible et la plus grande canopée possible. Ici, vous voyez les rues qu'on a fait en 2016. On a planté 279 arbres pour 8 rues. Puis en 2017, on avait 10 tronçons ou 10 rues et on a planté 91 arbres. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le temps là, le nombre de rues qui détermine combien d'arbres on plante, mais c'est surtout les opportunités. Dans des cas, il y a des arbres qui sont déjà là, on ne peut pas planter. Puis dans d'autres cas, on a des trouées assez importantes pour pouvoir planter beaucoup d'arbres. Ici, un petit chantier sur la rue Libre, juste en arrière de moi. On a ici enlevé la plate-bande asphaltée. Donc, la plate-bande était initialement en bordure de rue et on avait des arbres assez gros qui ne pouvaient pas être déplacés. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est tout simplement enlever l'asphalte qui était présente puis planter les arbres où c'était possible de le faire. Donc, on plante des petits arbres qui vont éventuellement devenir gros, de naissance semblable à celle qui est là, pour avoir quand même une uniformité sur la rue. Donc, vous voyez ce que ça donne, là. Dans un cas, on avait une plate-bande asphaltée qu'on est venu remplacer par un trottoir. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à l'arrière, on a donné de l'espace pour de la plantation. Donc, vous voyez ici, on avait de l'espace pour mettre un trottoir. Ce qu'on est venu faire, c'est mettre un trottoir pleine largeur. Et ça nous a dégagé de l'espace à l'arrière pour pouvoir planter des arbres. On n'a pas tout à fait la même rue, là, mais c'est pour l'exemple que je vous ai montré ces deux exemples-là ici. Passez à l'autre. Dans certains cas, on vient allonger les fosses de plantation. Donc, on a des petites fosses de 1,5 m par 1,5 m. Ce qu'on vient faire, c'est venir les relier entre elles pour donner plus de place au système racinaire. Donc, dans ce cas ici, on a un grand arbre qui était présent. On est venu planter un petit arbre un peu plus loin en mettant dans la même fosse les deux arbres. Dans d'autres cas, on vient mettre 3 ou 4 arbres selon la rue, la position des arbres et des trottoirs. Ici, on avait une contrainte additionnelle. Donc, on avait le trottoir qui ne pouvait pas bouger de place. On l'a laissé en bordure des maisons. On avait du filage aérien ici. On ne peut pas le déplacer. Ce qu'on est venu faire, c'est planter dans le bas des arbres de plus petite ampleur. Donc, on est venu planter des arbres qui atteindront à peine les fils dans ce cas-ci. Mais on essaie dans tous les cas de planter. Même si ce n'est pas possible, on va essayer de trouver des façons de le faire dans les rues qu'on rénove. Si vous voyez l'exemple d'une rue, c'est la rue Réelle qui a été refaite il y a quelques années. Ici, on est venu tasser le trottoir qui était en bordure des maisons. On est venu le positionner en bordure de la rue et on est venu planter et mettre du gazon en bordure des maisons. Vous voyez l'effet qui est vraiment spectaculaire dans le cas de cette rue-là. 2-3 ans après, on a du verdissement qui est assez présent, là. Les arbres d'abord et le gazon par la suite. Ici, un projet un peu plus grand, c'est le pont Champlain. Dans ce cas-là, on est venu avec l'aide de SSL, qui est le constructeur, et Infrastructure Canada. On va venir reboiser des secteurs qui ont été déboisés par les travaux. Dans ce cas-ci, on a déplacé l'autoroute, qui est ici, et tout le secteur qui est en arrière des condos sacs à l'Édessart a été déboisé pour les besoins du réseau autoroutier. Donc, ce qu'on va venir faire dans le futur, c'est venir planter en alignement dans certains cas, puis de façon plus naturelle, c'est-à-dire en gardant une ordonnance ou pas d'ordonnance, tout simplement, là, dans certains coins pour pouvoir donner une apparence de forêt. Donc, vous voyez ici la plantation en bordure des voies, qui est plus ordonnée. Et un peu plus bas, ici, on a la zone qui est un peu désordonnée pour donner une apparence de forêt. On a planté, plutôt on a déplanté, coupé plusieurs arbres dans le secteur du pont Champlain. C'est plusieurs centaines qui ont été coupées. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est au moins d'en planter plusieurs centaines. Et on va venir bonifier dans certains cas. Secteur qui n'avait pas d'arbres, on va venir ajouter des arbres. Il y a quand même une bonne quantité d'arbres qui vont se planter par la suite, qui vont devenir aussi là, à grand et moyen déploiement.
Règle à suivre lorsque on fait des plantations, c'est de suivre les distances minimales pour différentes structures qui sont dans l'emprise publique. Vous voyez ici tout ce qu'on a regardé. Il y a des fils souterrains, il y a des fils aériens, il y a des conduites souterrains, il y a des services d'eau, des bandes d'incendie, la signalisation qu'on ne doit pas entraver. Donc, dans chacun des cas, vous avez les largeurs minimales recommandées. Et on vient, à chaque fois qu'on a un projet routier, on vient mettre ça sur une carte. Donc, on vient cartographier tous les services souterrains. Et l'espace qui reste, c'est l'espace où on peut planter. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, les emplacements qui sont choisis, on essaie de trouver l'arbre qui va être le plus gros qu'on va pouvoir mettre dans l'emplacement dégagé. On peut tourner. Vous voyez ici la portion qui est en couleur, donc c'est presque toute la rue. C'est les zones qui ne peuvent pas être plantées. Donc, dans différents cas, on a les services d'eau qui sont montrés en bleu, etc. Pour ce tronçon-là de 100 mètres, on a pu planter 3 arbres. Par les contraintes qu'on avait, on avait un minimum à respecter de distance. Mais dans ce tronçon-là, on a pu planter seulement 3 arbres. Et c'est de même rue par rue, projet par projet. On analyse dans chacun des cas les possibilités, puis on plante au maximum possible. Maintenant, une fois que c'est planté, il faut les entretenir. Je vais laisser M. Dubois vous expliquer un peu la façon de faire là, pour l'entretien. Merci. Bonsoir. Hop. On va ajuster ça un peu. Bonsoir. Moi, je vais vous parler de ce qui se fait à l'interne aux travaux publics pour le maintien de la vigueur, de la qualité des arbres qu'on a sur le territoire. La première chose, c'est les travaux sont faits par nos équipes à l'interne, les élagueurs et les jardiniers. C'est une activité de maintien de la santé des arbres là, qui se fait par des travaux d'élagage et d'émondage. Ce qu'on fait, c'est que des patrouilles qui sont faites à l'interne, on se promène, on fait une inspection visuelle des arbres. Excusez-moi. Une inspection visuelle des arbres. À l'occasion, on peut faire venir des experts pour un ingénieur forestier qui va vérifier les arbres s'il y a plus de problématiques là, pour être certain de la santé de l'arbre, pour s'assurer des interventions à faire. À l'occasion, nos employés, dans leurs travaux quotidiens, se promènent et même s'ils ne sont pas affectés aux arbres, vont repérer quelque chose et vont le rapporter à l'interne. Donc, on s'entraide entre nous pour voir s'il y a des travaux à faire sur les arbres. Et bien sûr, il y a les demandes des citoyens qui nous arrivent. On ne peut pas tout voir, donc les demandes des citoyens sont les bienvenues. Ce qui arrive après la plantation, comme M. Cardin nous disait, on laisse l'arbre pendant quelques années s'implanter. C'est sûr qu'il ne faut pas intervenir tout de suite à cause... qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à peu près, après 4-5 ans, on va faire une première taille de formation. Là. On va couper les branches les plus basses. Puis après ça, ça va varier selon la croissance de l'arbre. Et l'autre chose qui peut faire varier les interventions, c'est si l'arbre est en rue et si l'arbre est en parc, évidemment, la taille ou l'entretien n'est pas pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on doit élaguer? Bien, souvent, c'est qu'il y a des branches cassées. Il faut dégager la signalisation, l'éclairage. Souvent aussi, on va y aller pour la sécurité. C'est quelque chose qui pourrait arriver, donc on essaie de protéger le mieux qu'on peut. Et à l'occasion, il peut y avoir des fils électriques, mais là, c'est un peu ambigu. Là. Je ne rentrerai pas trop dans ça parce qu'il y a Hydro-Québec qui fait sa partie et nous. Alors, pour ce qui est de l'aubanage, ça, c'est une opération qui consiste à attacher, comment je pourrais dire ça, on va attacher une branche importante dans la structure de l'arbre qui sont potentiellement dangereuses. Fait qu'on va le retenir, sauf que ça, c'est une solution temporaire. Je ne sais pas si on voit peut-être... J'ai mon petit pointeur, là, on voit peut-être pas bien. On ne voit pas bien, mais ici, il y a une petite ligne là, qui retient ces branches-là. Et ça, ce que ça va faire, c'est que c'est une solution temporaire, par exemple. Ça dure peut-être une dizaine d'années. Ça permet de sauver l'arbre, puis on va faire ça quand l'arbre a une bonne valeur. Ça veut dire qu'il y a un grand potentiel là, qui est important ou il est à un endroit stratégique. Alors, c'est ça. Ça, c'est le total des activités qu'on a fait dans les 3 dernières années. Émondage, élagage, rehaussement, taille de formation.
On peut regrouper ça un peu dans les interventions. C'est un peu complexe à expliquer les différences entre les termes. Alors, c'est ça. Et on peut, malheureusement, malgré toutes les interventions qu'on fait, à l'occasion, l'abattage est nécessaire. Lorsqu'on doit faire un abattage, bien, on fait une inspection. On s'assure que c'est la bonne solution. Quand on prend la décision de l'abattre, bien, ce qui nous apporte à prendre cette décision, la plupart du temps, c'est des maladies. Ça va être principalement des champignons qu'on peut appeler des champes qui vont faire dépérir l'arbre tranquillement, qui va faire qu'il va être dangereux. Ensuite, il va y avoir l'infestation des insectes. Pas besoin de donner un gros exemple. Là, on a la grille du frêne qui nous occupe beaucoup et que tout le monde connaît. On va y aller pour la sécurité. Il peut arriver à des endroits où on n'a pas le choix et des travaux d'urgence. Ça peut arriver, le bris d'aqueduc ou quelque chose qui a brisé. Une fois que l'abattage est fait, on va aller essoucher l'arbre. On a une machine spéciale que vous pouvez voir ici là, qui va gruger la souche jusque dans le sol. Ça, souvent, ça va être fait pour réparer le terrain, le préparer à une nouvelle plantation lorsque les conditions que M. Cardin nous a dit tantôt là, sont toutes réunies, qu'on peut planter un arbre. Donc, les conditions ont comme changé avec le temps. Là. Donc, des fois, il y avait un gros arbre, mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir le replanter. Alors, c'est les principales interventions qu'on fait au niveau des travaux publics. Je crois que c'est Mme Vallée qui est, non? Ah, je laisse la place à Mme. Alors maintenant, on est toujours dans le traitement des arbres. Alors, on a parlé de la grille abondamment. Fait que je vais inviter M. Anthony Daniel et Mme Bergeron à adresser la grille du frêne autant dans le domaine public et le domaine privé, parce que des fois, c'est votre arbre, puis des fois, c'est nos arbres. Fait que je pense que c'est deux stratégies. Merci beaucoup. On va le monter un petit peu. Donc, oui, je travaille au service des grands parcs. Je vais vous parler de la grille du frêne. Vous avez peut-être déjà remarqué des points bleus ou des points verts comme ça sur les arbres. C'est une très bonne façon de remarquer les frênes dans votre secteur. Comme j'ai pu voir, il y a 13 % dans les rues de Verdun. Évidemment, on a mis en place toute une stratégie pour lutter contre la grille. Vous êtes au courant. La stratégie, essentiellement, est basée sur deux choses. Des traitements qu'on a faits. En fait, on a fait des traitements pour éviter justement de perdre rapidement les frênes. On a vu qu'il y a certaines rues de Verdun là, qui sont couvertes de frênes. On voulait éviter justement que tous ces arbres-là soient perdus très rapidement. Et évidemment, on a demandé l'abattage de tous les frênes qui étaient dépérissants, en fait, pour assurer de baisser les populations de la grille du frêne qui pourraient tuer des arbres à la fois qui n'ont pas été traités, mais à la fois des frênes traités aussi. Prochaine diapo. La stratégie de ralentissement de la grille, le bilan, en fait, pour l'arrondissement de Verdun, il y a eu 3012 frênes qui ont été traités depuis 2012, donc depuis le début de la lutte là, contre la grille du frêne à Verdun. On a traité 2381 frênes en 2016 et 2017, les 2 dernières années, en fait. Donc, ça vous donne une aperçu qu'il y a une grande quantité de frênes qui ont été traités. Donc, vous allez voir des frênes avec des points bleus et des points verts. Et on a abattu 178 frênes depuis 2015, c'est-à-dire de 2015 à 2017. Il y a depuis aussi le début de la lutte à la grille du frêne, eu 3450 arbres abattus, plantés, depuis 2012. Donc, il y a des arbres qui ont été plantés pour remplacer les frênes, justement, qui ont été abattus, pour éviter que la quantité d'arbres de l'arrondissement diminue. Évidemment, on ne pouvait pas lutter contre la grille du frêne efficacement sans penser aux frênes privés, parce que les frênes privés sont voisins des frênes publics. Donc, on a adopté en 2015 un règlement, en fait, qui encadrait la gestion des frênes privés de la même façon que les frênes publics. Donc, les obligations des propriétaires de frênes étaient d'abattre leurs frênes morts et de traiter leurs frênes sains quand ils se retrouvaient dans des zones à risque. Avec le temps, les zones à risque ont grandi et aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire là, de la ville de Montréal, Verdun y compris, dans lequel on peut retrouver la grille, en fait. Donc, tous les propriétaires privés ont maintenant l'obligation là, de traiter leurs frênes sains. Bien, écoutez, je vais vous donner un bon truc. Quand vous allez vous promener dans les rues, il y en a 13 % à Verdun. Vous allez voir, il y en a beaucoup.
Regardez, si vous voyez des arbres avec un point vert ou un point bleu, sur le domaine privé, bien, une bonne façon, je vous dirais, marcher sur le trottoir et une fois que vous aurez vu un frêne avec un point vert ou un point bleu, regardez ses feuilles. Vous allez pouvoir le comparer avec votre arbre. Parce qu'un frêne, je pourrais vous le décrire, malheureusement, ça va être difficile. Les frênes n'ont pas ça, n'ont pas de point noir. Quand ils sont malades, souvent, les feuilles vont dépérir. Mais on pourra peut-être répondre à vos questions un peu plus tard. Si vous voulez garder vos questions, et ça va me faire plaisir de répondre un petit peu plus tard. Il n'y a aucun problème. Donc, le règlement est adopté. Évidemment, on a géré aussi les résidus d'abattage de frêne parce que vous savez, le premier vecteur du transport de la grille qui peut augmenter l'infestation, c'est le bois de frêne. C'est pour cette raison-là qu'on ne permet pas aux gens, par exemple, de garder leur bois de frêne comme bois de chauffage. Prochaine diapo. Donc, je vais laisser ma collègue vous faire le bilan, en fait, du programme de subvention qui a été adopté justement pour aider les propriétaires privés à respecter notre règlement. C'est-à-dire, on impose le traitement, on impose l'abattage, mais on a mis en place un programme de subvention pour aider les propriétaires privés. Bonsoir, Diane Bergeron du service des Grands Parcs. Donc, je continue. Au niveau du frêne, on a un programme de subvention pour le traitement des frênes qui existe depuis 2015. Et si on considère l'arrondissement de Verdun, il y a 277 demandes de subvention qui ont été reçues. Et donc, ça signifie 682 frênes privés qui ont été traités au triazin contre la grille du frêne. Et au niveau total des montants octroyés en subvention, on parle quand même de 67 500 $ qui ont été remis aux citoyens pour leur traitement. Prochaine diapo. Il y a aussi un second programme qui fait référence à l'abattage des frênes et à leur remplacement. C'est un tout nouveau programme là, qui est en vigueur depuis le 31 août 2017, donc il n'y a pas encore une année. Ce qui fait qu'on a reçu là, depuis le début 16 demandes reçues en date du 22 mai, ce qui représente 21 frênes abattus et qui ont été ou qui seront remplacés. Puis, au niveau de subventions remises, on parle d'un montant de 5 420 $. Et puis, 81 des demandeurs ont opté pour ce qu'on appelle la plantation par sauverdie. Je vous explique là, dans la prochaine diapo un peu qu'est-ce que ça signifie. Donc, je vais vous faire un rappel, là, un résumé des deux programmes de subvention. Donc, le premier programme qui est la subvention relative au traitement des frênes. Donc, c'est un programme qui découle d'un règlement là, qui porte le numéro 15063. Ceux qui aiment les chiffres, vous pouvez aussi aller chercher sur Internet règlement 15063, puis vous allez pouvoir lire en détail là, le texte du règlement. Puis, donc, au niveau du traitement, comment le programme s'articule, là, vous avez une réduction de 50 % des frais de traitement des frênes qui doivent être réalisés avec le pesticide triazine. Donc, c'est quand même une exigence qui est très particulière. Vous avez aussi un prix plafond pour les coûts des traitements là, qui a été fixé à 6 $ du centimètre de diamètre de frêne à traiter. Et vous avez un maximum de 2 000 $ par propriété qui s'étend sur une période de 2 années. Anthony va vous expliquer un peu les changements réglementaires qui s'en viennent en 2018 au niveau des règlements. Vous avez ensuite le deuxième programme de subvention, celui qui est arrivé en 2017. Donc, c'est un programme qui est relatif à l'abattage et au remplacement des frênes, qui découle du règlement 17077. Donc, la façon que ce programme-là s'articule, c'est qu'on vous rembourse 5 $ par centimètre de diamètre de frêne abattu. Donc, si vous abattez un frêne de 20 cm, vous êtes éligible à une subvention là, de possiblement 100 $. Et évidemment, cette subvention-là, elle est conditionnelle au remplacement des frênes abattus. C'est un peu une façon de reproduire la canopée qui a été perdue par l'abattage d'un frêne. Donc, c'est vraiment, on a un souci aussi de reproduire la canopée et aussi d'ajouter de la biodiversité.
à la forêt de Verdun et à la forêt montréalaise là, en général. Puis, vous avez un maximum possible de 4 000 $ par propriété dans le cadre de ce programme-là. Et en plus, la Ville de Montréal offre en fait une option de bonification de la subvention en offrant une option de plantation clé en main. Ce à quoi je faisais allusion tantôt, le clé en main par Sauverdi. Donc, c'est un organisme de verdissement qui est partenaire de la Ville, qui prend en charge le remplacement de votre arbre. Donc, vous remplissez un formulaire, vous cochez la case option de plantation clé en main, et là, cet organisme-là vous contacte, vous propose des choix d'arbres et se rend chez vous pour planter l'arbre. Et vous n'avez aucun frais là, de lié à cette plantation-là. Donc, je redonne la parole à Anthony qui va poursuivre là, au niveau des changements réglementaires. Merci, Diane. Donc, je poursuis avec les permis d'abattage qui ont été émis depuis 2 ans. Vous voyez, il y a 636 frênes abattus à l'île des Sœurs. On parlait de l'île des Sœurs, justement, où il y a énormément de frênes, effectivement. L'infestation a été importante à l'île des Sœurs. Il y en a 69 dans le quartier Wellington de l'église et des marchés Crawford. Évidemment, pour des propriétaires terriens avec l'obligation de remplacer ces arbres-là. C'est donc des arbres qui ont été abattus, mais qui ont été remplacés aussi. Donc, la bonne nouvelle là, dans tout ça, on vous a parlé du programme de subvention là, qui a été mis en place justement pour appuyer les citoyens, les aider à se conformer au règlement qu'on a mis en place, qui fait partie de la stratégie de lutte à la grille. Eh bien, le 25 juin prochain, c'était annoncé, vous l'avez peut-être déjà vu dans les médias, c'est sorti dans la presse hier. Ce matin, Radio-Canada, on va bonifier le programme de subvention. En fait, c'est la grande nouvelle. L'aide va passer d'une aide qui était à 50 % jusqu'à un maximum de 6 $ par centimètre à 4 $ fixes par centimètre. Il y a des compagnies, l'année dernière, qui effectuaient des traitements, pour vous donner une idée, là, puis qui chargeaient 4,50 $ par centimètre pour le traitement d'un frêne. Donc, 4 $ fixes, c'est un gros montant qui va couvrir pratiquement là, la totalité de ce que coûtent les traitements dans certains cas, mais minimalement qui va couvrir 66 % des frais de traitement. Il n'y a vraiment plus aucune raison là, de ne pas traiter son frêne. On peut continuer à en bénéficier là, pendant des années là, grâce au programme. Et on a à la fois monté aussi le montant de subvention global. On l'a fait passer de 2 000 à 4 000. Ces changements-là vont être effectifs à partir du 25 juin. C'est-à-dire, si vous voulez en bénéficier, il faut absolument faire effectuer les travaux entre le 25 juin et le 31 août. Idéalement, il faut quand même réserver tôt, en fait, son traitement parce que le carnet de commandes des compagnies qui effectuent les traitements là, pour le programme se remplit très vite. Le programme pour l'abattage, lui aussi, va être modifié. Auparavant, le programme pour l'abattage s'appliquait seulement aux propriétés qui avaient 5 logements au moins, c'est-à-dire aux petits propriétaires résidentiels. On l'a ouvert à tous les propriétaires. En fait, il va être ouvert à partir du 25 juin. Donc, tous les propriétaires qui vont abattre des frênes dépérissants vont être éligibles au programme de subvention que ma collègue vient de vous décrire, c'est-à-dire conditionnellement au remplacement, qui va pouvoir défrayer 5 $ par centimètre de diamètre de l'arbre abattu, ce qui représente à peu près 25 à 40 % dépendamment du prix payé pour l'abattage, des frais d'abattage, ce qui est non négligeable. Évidemment, il va y avoir des petits changements au règlement sur la grille aussi qui vont être adoptés. Ce n'est pas des changements très importants. Les propriétaires, notamment, qui ont un frein dépérissant, vont avoir tout de suite l'obligation de l'abattre le plus rapidement possible. Il n'y aura pas de date limite comme c'était le cas précédemment. Donc, voici ce qu'on voulait vous présenter. Prochaine diapo, je pense que je vais laisser la parole à Mme Vallée. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alors, dans le fond, vous avez une bonne raison pour vous en occuper si vous constatez qu'il y a un problème avec votre freine, avec les modifications qui s'en viennent et tout ça. Si on peut se permettre de conclure, parce qu'au niveau de l'ensemble du plan arboricole, bon, je vous disais tantôt, 2014-2020, donc il nous reste encore 7 années plus 2 autres années. C'est ça qu'il y a plusieurs directions, comme vous pouvez voir ce soir, qui sont impliquées dans l'atteinte des objectifs collectifs qu'on s'est donnés. On y travaille fort, puis aussi avec les gens des grands parcs. Les prochains défis, c'est vraiment la mise à jour de l'inventaire,
les plantations pour continuer d'améliorer la canopée, et ça, malgré les abattages qu'on a à faire. L'entretien, parce que c'est aussi important de les garder en bonne santé. La lutte contre la grille, la réglementation. M. Daniel a expliqué les changements au niveau de la réglementation qui s'en viennent. Il y a aussi dans les règlements au niveau de l'arrondissement pour favoriser la plantation de plus d'arbres. Puis, bon, on a eu moins le temps de l'aborder aussi, toute la communication puis la sensibilisation qu'on continue de faire, puis que nos partenaires aussi continuent de faire, évidemment. Alors, je vous remercie de votre attention pour cette présentation. Merci.